Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit update lecture de mes lectures que j'ai lues récemment. Je vais commencer avec un titre que j'avais très envie de découvrir, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson qui était sorti chez Brajlon. Moi je l'avais reçu de la part de Madame Errance parce que j'avais gagné un concours sur son compte Instagram, du coup je me suis laissée tenter, je ne l'ai pas laissé trop traîner dans ma pile à lire et je suis très contente de l'avoir lu assez rapidement parce que ça a été vraiment une très chouette lecture. On est dans une sorte de série de romantécie. En fait, il doit y avoir 6 tomes dans cette série. Sauf qu'en regardant sur Goodreads, j'ai vu que le tome 3 et 4 concernaient 2 autres personnages et le tome 5 et 6 également. Donc techniquement, si on veut terminer l'histoire avec nos 2 personnages principaux ici, il faut uniquement lire les 2 premiers. Après, c'est vraiment des autres histoires, enfin la même histoire mais avec des autres personnages. Ils vont vivre d'autres aventures, donc on n'est pas forcé de lire les tomes d'après, mais en soi... Voilà, moi je pense que je vais continuer un petit peu cette série parce que globalement j'ai passé un bon moment de lecture. Je m'attendais pas à autant aimer d'ailleurs. Donc ici on est plus dans un livre de romantécie, c'est-à-dire qu'on est dans un univers de fantasy avec la romance qui va être assez importante dans l'univers. Et dans cette histoire, on va suivre principalement 2 pays. 2 pays qui étaient en guerre il y a une époque et il y a eu un traité de signé pour faire la paix. Sauf que dans ce traité, il y avait des petites clauses qui signifiaient que le roi de Maridrina devait donner l'une de ses filles, donc l'une de ses princesses, au roi adverse, donc le roi d'Itikina, pour continuer à avoir cette paix et pour que les 2 royaumes un petit peu se lient plus que juste avec un traité. Donc là ça va être grâce au lien du mariage avec 2 personnes des 2 pays. Donc on arrive à ce moment fatidique où le roi d'Itikina, donc qui est Aren, va réclamer un petit peu son dû et va réclamer une fille du roi de Maridrina. Nous on va avoir les 2 points de vue, on va avoir le point de vue de Aren et le point de vue de Lara qui sont tous les deux des 2 pays. C'est plutôt bien d'avoir les points de vue des 2 pays, comme ça on comprend un petit peu ce qui se passe dans l'un et l'autre pays. Donc nous on va suivre Lara qui est l'une des filles du roi de Maridrina, qui a toujours vécu un petit peu recluse avec ses sœurs dans une sorte de maison au milieu du désert. Et depuis qu'elle est née, en fait, elle doit s'entraîner pour devenir un petit peu une combattante, pour devenir une espionne et pour potentiellement être un petit peu l'espionne pour son père lorsqu'une d'entre elles va être mariée au roi d'Itikina. On arrive un petit peu à ce moment fatidique où le père va annoncer laquelle de ses filles il va choisir pour aller se marier avec Aren. C'est Aren ou Ren? Aren. Aren c'est une autre série. Donc lors d'un petit repas, Lara sait très bien en fait qui va être choisi. Elle a entendu des serviteurs de la maison en parler. Et elle sait également très bien que toutes les sœurs qui n'ont pas été choisies vont être tuées lors de ce même dîner. Donc en fait elle va mettre en place un petit stratagème parce que bien sûr elle sait que c'est pas elle qui va être choisie, elle veut sauver sa peau. Je vous laisse un petit peu découvrir ce qui va se passer et c'est finalement elle qui va être choisie par son père pour aller se marier avec le roi Aren, donc le roi d'Itikina. Donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer à partir de ce moment-là. Elle va du coup devoir partir dans l'autre pays qu'elle déteste en soi. On lui a toujours dit de mauvaises choses par rapport à ce pays et notamment que c'était à cause de ce pays qui avait le contrôle d'un pont qui est extrêmement important au niveau des affaires en fait, qui du coup appauvrissait le pays de Maridrina, donc son pays natal. Si jamais il y avait des gens qui mouraient de faim dans son pays, c'était à cause du pays adverse. Même s'il y avait une paix, vu qu'il ne cédait pas forcément beaucoup de choses avec ce pont, c'était à cause d'eux que les gens de son pays étaient dans un état un petit peu de pauvreté comme ça. Donc forcément, elle va là-bas vraiment toute confiante pour essayer d'être l'espionne de son père, pour essayer d'obtenir plein d'informations, notamment des informations sur ce pont qui est assez stratégique et essayer d'envoyer les informations à son père pour qu'ensuite son père puisse peut-être finir cette paix et venir attaquer le royaume adverse. Donc elle part là-bas et elle va faire la rencontre bien sûr du roi Aren et de pas mal de personnes de son entourage, soit des personnes de sa famille ou des personnes de sa garde rapprochée, et on va découvrir un petit peu en même temps qu'elle ce pays où tout n'est pas tout rose non plus et vraiment à quoi sert ce pont, comment est-ce qu'il est un petit peu utilisé par les gens d'Itikina aussi. Donc voilà un petit peu pour la situation un petit peu géopolitique de cette histoire, et bien sûr on va avoir la relation entre le roi Aren et Lara
qui va finir par évoluer. Elle bien sûr est assez méfiante par rapport à lui. Lui aussi forcément il se dit que le roi de Maridrina ne lui a pas forcément envoyé quelqu'un de très gentil et très aimable directement, et donc il se méfie énormément de Lara, donc ça va créer pas mal de petites situations et on va voir évoluer justement la relation entre les deux. Je vous laisse un petit peu avec ça comme résumé parce que en soi c'est un peu le début de l'histoire, c'est un peu le pitch de départ. On évolue forcément parce que Lara va découvrir pas mal de petites choses au niveau du royaume d'en face, comment on vit, comment ça se passe également pour les gens qui vivent dans ce pays-là. Il faut découvrir ça au fur et à mesure de la lecture. Déjà, gros point positif, c'est que ça se lit mais tout seul, vraiment, le style d'écriture est extrêmement fluide, ça se lit tout seul. Gros point positif pour ça. Deuxième point positif, c'est que je trouvais que les personnages étaient très chouettes. Alors, le personnage de Lara, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai adoré le personnage d'Aren, j'ai adoré les personnages secondaires également. Je trouve qu'ils sont déjà bien travaillés en fait au fur et à mesure du premier tome, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Globalement c'est un récit qui est quand même assez addictif, même si ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est que au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai tout deviné ce qui allait se passer. Jusqu'à la fin j'ai absolument tout deviné parce qu'au niveau de l'intrigue, tout coule de source. Alors c'est bien parce que du coup ça rend la lecture très fluide, c'est assez addictif pour ça parce que c'est assez addictif par rapport aux personnages et par rapport à leurs réactions, mais par rapport à l'intrigue sinon j'ai trouvé que tout était assez prévisible. Donc c'est un petit peu ce qui pêche avec le roman, mais en soi ça m'a pas empêché quand même de passer un bon moment et d'être quand même hypée pour lire la suite parce que au niveau de la toute fin, je suis assez contente de voir dans quelle direction va partir l'histoire dans le tome 2 parce qu'on va dire qu'au niveau du développement un petit peu du monde, c'est quand même très restreint là au niveau de ce premier tome et je pense qu'au vu de la fin du premier tome, dans le tome 2 on va un petit peu voir du paysage et on va découvrir encore plus le monde. C'est plutôt chouette parce que c'est aussi quelque chose qui m'avait un petit peu chaque année dans le premier tome, c'est qu'on est vraiment basé à un endroit et on ne découvre pas beaucoup de choses de l'univers. Donc là, ce que j'espère, c'est qu'avec les tomes d'après, on a encore plus de description de l'univers. Surtout avec les tomes 3 et 4, j'ai regardé avec quel personnage on allait partir. Et je pense que là, on va découvrir d'autres choses de l'univers et ça va être plutôt chouette. Donc vraiment une très très chouette lecture. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une lecture extraordinaire, mais vraiment ça se lit tout seul, ça fait du bien. Les personnages sont chouettes. Alors si jamais vous avez peur un peu des romans un peu de type romantasy parce que vous n'aimez pas forcément toutes les romans où il y a beaucoup de scènes au lait, sachez qu'il n'y a qu'une scène où vraiment il y a un petit truc au lait qui se passe et encore c'est très rapide et c'est pas forcément décrit très longtemps. Donc il y a vraiment une scène. Donc si jamais vous n'aimez pas ça, sachez que voilà, dans ce tome là vous n'allez pas trouver ça toutes les pages comme dans certains romans de romantasy. Donc c'est plutôt chouette aussi parce qu'on met l'accent sur le développement des personnages et sur un petit peu l'attachement qu'il va y avoir entre les deux. Et moi j'ai plutôt bien aimé la relation entre Aren et Lara. Donc forcément vous savez qu'il va y avoir une romance entre les deux. Donc on évolue un petit peu déjà dans ce premier tome et j'ai hâte d'avoir les retournements de situation dans le tome 2. J'espère être beaucoup plus surprise dans le tome 2 que ce que j'ai été dans le premier tome. Mais globalement, voilà, je m'attends pas non plus à un truc de fou, mais juste si je peux avoir un petit peu de surprise dans le tome 2, ce serait chouette. En tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce premier tome, ça se lisait tout seul, les personnages sont chouettes. Donc peut-être plus d'intrigue dans le tome 2 et un développement un peu plus de l'univers, et ce serait vraiment cool. Alors par contre, je passais à un livre mais qui maintenant n'a pas été très fluide à lire. C'est Atlas Six de Olivia Blake. Forcément ce livre là me tentait parce qu'on part un petit peu dans un genre de Dark Academia. Je l'ai vu énormément passer, que ce soit sur les comptes anglophones que je suis et notamment sur TikTok, il passe énormément. C'est l'un des livres les plus populaires sur la sphère anglophone, hein, pas vraiment sur la sphère francophone. Forcément j'étais très curieuse. Ici on nous dit qu'on va suivre 6 jeunes personnes qui sont dotées de pouvoirs, donc des magiciens. Ils vont tous finir par être en relation avec un homme qui s'appelle Atlas. Et cet homme va leur proposer de venir dans une société secrète. Ils ne savent rien de cette société, mais tout ce qu'il leur dit, c'est que ce serait bien pour eux parce que ça pourrait développer leurs connaissances et développer leur pouvoir et que c'est vraiment une société qui vous met bien pour l'avenir. Notamment des personnes qui finissent par être très très bien placées suite à leur séjour dans cette société. Donc les 6 personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui viennent de pays totalement différents, vont finir par être regroupées à un seul et même endroit. Il y a uniquement 2 personnes qui se connaissent d'avant parce qu'ils étaient à l'école ensemble.
Donc on va suivre un petit peu notre rencontre déjà avec ces 6 personnages. On va avoir un point de vue par chapitre à chaque fois, donc on va suivre les 6 personnages dès le départ. C'était un petit peu compliqué de se remémorer vraiment qui était qui au début, déjà ça a été compliqué. Et donc on va les suivre dans cette entrée, dans cette société mystérieuse dont ils ne savent absolument rien. Atlas est un personnage très complexe, on va dire, parce qu'on ne sait pas si il leur veut du bien ou du mal, on ne sait pas vraiment pourquoi il a choisi ces personnes-là. On sait juste qu'apparemment ce sont les personnes les plus talentueuses, les plus douées dans leur domaine, donc voilà, et qui ont le plus de potentiel parce qu'ils sont encore jeunes et qu'ils n'ont pas encore développé le potentiel de leur magie. Donc on va suivre pas mal de personnages avec des capacités très différentes. On a par exemple une personne qui est capable de lire dans les pensées, une personne qui est plus empathe et qui peut faire des choses grâce à vos sentiments. On a également 2 personnages qui sont capables d'utiliser plutôt la matière en fait autour d'eux et qui sont par exemple capables de planer, enfin ce genre de choses. On a une fille qui est plus basée avec la nature et capable de faire des choses avec les plantes. On a quelqu'un également qui arrive à voir au-delà des illusions, c'est-à-dire qu'il voit vraiment la vérité partout, donc il voit à travers la magie. Voilà, on a plein de personnalités très différentes, des personnalités et des personnages que j'ai complètement détestés. Alors, c'est pas une critique, c'est juste que les 6 personnages ne sont pas attachants. Mais je me suis attachée à aucun personnage. Vraiment, il y a toujours quelque chose qui m'a saoulée dans leur façon de faire, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de vivre, etc. Il y a toujours quelque chose qui m'énervait et je n'ai pas apprécié du tout les personnages. Je pense vraiment que c'est l'autrice qui a voulu faire ça, de faire des personnages vraiment très gris auxquels on a du mal à s'attacher. Alors, il y a quand même des points qui m'ont permis de m'attacher à certains personnages vite fait, mais en fait il se passait un truc après et hop, voilà, je m'attachais plus du tout avec parce que j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'ils venaient de faire, donc ça allait très vite au niveau de l'attachement des personnages. Au début on a une petite scène où je me suis dit ah bah ce personnage là a l'air quand même assez sympathique, etc. Et après, 2 chapitres après, il se passe un truc et je me dis mais en fait voilà, je vais pas dire de gros mots pour pas être ban par YouTube, mais vraiment ils m'ont tous énervé au bout d'un moment dans le récit. Et il va finir par se passer des choses dans la société, ils vont apprendre également pas mal de choses sur leur pouvoir, ils vont finir par évoluer. Je vous dis pas plus de choses parce que vraiment on n'a pas plus d'informations au début et pendant très longtemps. Alors c'est un récit, je sais toujours pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Du coup je crois que j'ai mis la note de 3 ou 3,5 en fait sur Goodreads parce que je suis mitigée. En fait, j'ai bien aimé le début. J'ai eu du mal avec les personnages, à distinguer vraiment qui était capable de faire quoi, à me rappeler des prénoms surtout. Et après, globalement, quand ils sont arrivés dans la société, j'ai trouvé ça assez intriguant. J'ai trouvé que l'atmosphère était chouette, j'ai trouvé que leur pouvoir était vraiment sympathique à être découvert aussi. Par contre, il y a eu un moment de creux au milieu, mais long, où il se passait pas grand chose à part le fait qu'ils commençaient à exploiter leur pouvoir, il se passait des petites choses avec leur pouvoir. C'était très psychologique par rapport aux personnages. Pendant un long moment au milieu, c'était uniquement basé sur la psychologie des personnages et sur ce qu'ils sont capables ou non de faire dans un milieu précis ou dans un moment de stress par exemple. Donc c'est vraiment un livre qui est très basé sur la psychologie. Mais par contre, pendant ce moment de creux, ce que j'ai pas trop aimé, alors j'aime bien le développement des personnages quand on accentue le côté un peu psychologique comme ça. Mais par contre, on avait des descriptions, surtout par rapport à certains pouvoirs de nos personnages, on avait des descriptions scientifiques et des descriptions de physique. Moi personnellement, à des moments je lisais des paragraphes, je ne comprenais rien. Vraiment, je ne comprenais rien. Alors, le style est un peu pompeux, je trouve, au niveau de tout le récit. Mais là, à ce moment-là, il y a vraiment des paragraphes où je me disais, mais je comprends pas. Mais en même temps, je pense que ça va pas servir non plus que ça le récit. Donc bah, je cherchais pas vraiment à comprendre plus que ça et j'avançais. Sinon ça allait me saouler en fait d'avoir des enchaînements de paragraphes comme ça qui sont pas très utiles pour le récit. Donc vraiment au milieu, je me suis même demandé si j'allais continuer ou pas ma lecture. Je me suis dit mais j'ai envie de savoir en fait ce qui va se passer parce que même s'il y a un moment de creux, même s'il y a des choses qui me saoulent, j'avais encore cette envie de lire jusqu'à la fin pour essayer de comprendre. Et j'ai bien fait parce que la fin vraiment m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas du tout à voir cette fin là. Et forcément ça pose d'autres questions pour la suite et globalement je pense que je vais lire la suite. Alors vraiment c'est un livre où je suis pas j'ai pas été hypée tout le temps, j'ai pas été convaincue 100% par le livre, mais il a ce truc,
il a ce truc d'être addictif, de donner envie de savoir ce qui va se passer et de continuer notre lecture même si on n'aime pas trop ce qu'on est en train de lire, même si on n'aime pas trop les personnages, bah en fait on a envie de savoir ce qui va se passer et on a envie de connaître la conclusion de l'histoire. Et là déjà la fin m'a quand même vachement plus plu que le reste du roman. Forcément j'ai envie en fait de lire la suite pour voir dans quelle direction ça va partir. Alors c'est une trilogie, je me demande vraiment ce qui va se passer pour qu'on ait encore assez de contenu pour faire 2 tomes. On verra bien, mais je pense qu'on va encore partir dans un truc peut-être assez psychologique par rapport à un certain personnage notamment. Donc j'ai vraiment très hâte de connaître encore dans quelle direction va partir l'histoire. J'espère juste qu'on n'aura pas autant de longueur et pas autant de descriptions assez... de physique, etc. qui alourdissent en fait un peu le roman, et moi personnellement ça m'a pas plu plus que ça ces moments-là. Je pense que le style de l'autrice ne va pas forcément plaire à tout le monde non plus, le style de récit non plus. Je sais qu'après après avoir fait le buzz sur les réseaux anglophones, j'ai vu pas mal de chroniques négatives en France sur ce livre-là, donc je peux comprendre, vraiment je peux comprendre les chroniques négatives parce que clairement je m'attendais pas à ça non plus. Voilà, je suis mitigée, je peux pas vous dire allez-y, vraiment c'est incroyable, vous allez adorer votre lecture, vraiment non. Je suis persuadée qu'il y a plein de personnes qui vont être déçues si jamais ils découvrent ce roman, parce que c'est pas du tout ce à quoi on s'imagine en fait de base. Le style non plus est pas forcément très facile d'accès. Donc je pense qu'il faut vraiment savoir à quoi s'attendre, s'attendre à quelque chose de très particulier au niveau du style d'écriture, au niveau du style de l'histoire. Quelque chose un petit peu qui n'est pas forcément très facile à lire. Ne lisez pas ça si vous n'êtes pas vraiment à votre concentration maximum, je pense, parce que clairement... Alors, Le Pont des Tempêtes, vous pouvez le lire, genre le soir vous êtes fatigué, etc. Après une journée de taf ou quoi que ce soit, vous pouvez le lire facilement. Celui-là... Non, celui-là gardez-le pour un week-end, pour un moment de vacances ou un truc comme ça, parce que franchement je l'ai échelonné avec d'autres romans parce que j'arrivais pas à faire de grosses sessions de lecture avec ce livre-là. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer, etc. Et la fin par contre, j'ai mangé les dernières pages parce que voilà, au vu des révélations j'avais vraiment envie de continuer ma lecture, mais sinon... ça a surtout été au milieu du roman, j'ai lu d'autres titres en même temps parce que c'était pas assez addictif et j'avais pas forcément envie d'y retourner tout le temps. Et à des moments où j'étais pas dans le mood pour lire ce genre de récit non plus, donc voilà. Faites votre propre avis, vraiment je peux pas vous dire autre chose parce que clairement ça va être propre à chacun si jamais vous allez aimer ou pas ce roman. Ensuite j'ai lu Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek qui était publié chez Sabran, donc c'est la nouvelle collection de chez De Saxus. On est ici dans un one shot qui va nous transporter dans la mythologie nordique et où on va suivre Angerboda qui est une femme assez célèbre quand même dans la mythologie nordique. Je connaissais vite fait son nom mais je connaissais pas non plus de choses d'elle et de sa vie. Et donc dans cette histoire, on va avoir littéralement une tranche de vie de Angerboda. On va la suivre à un moment donné de sa vie où elle a été assez maltraitée par les dieux, et notamment par Odin. Elle vient de sortir d'un bûcher où on a essayé de la tuer et de la brûler 3 fois. On a extrait son cœur de sa poitrine. Elle est toujours vivante, on ne sait pas trop comment. Les histoires de dieux et des déesses, forcément, ça part dans des trucs un peu bizarres. Donc elle est toujours vivante et on comprend que Odin veut quelque chose d'elle parce qu'elle est capable de maîtriser une certaine magie. Une magie qui lui permet de voir des choses dans le futur, et Odin veut vraiment se servir de sa magie pour voir une chose précise, sauf qu'elle ne voulait pas lui donner ça et il a essayé de la torturer pour essayer de la faire céder tout simplement. Donc voilà, elle a vécu des choses pas faciles. Elle va réussir à se sauver et il va y avoir Loki qui va la retrouver et qui va lui ramener le cœur qui lui avait été enlevé par Odin. Elle va finir par remettre le cœur dans sa poitrine. Donc, petit moment un petit peu bizarre, des fois il y a des petits passages un petit peu dégueux. Et à partir de ce moment-là, du coup, elle va garder contact avec Loki. Mais elle va un petit peu s'enfermer dans sa bulle et essayer de se cacher d'Odin pour essayer de vivre une vie un petit peu normale dans les bois, dans la forêt. Donc on va suivre un petit peu sa vie à partir de ce moment-là. Elle va finir par faire des rencontres lorsqu'elle va habiter dans cette forêt. Elle va notamment réussir à faire du troc avec une personne qui va du coup lui ramener des vivres, lui ramener par exemple des vêtements, des meubles, des aliments, etc. contre des choses qu'elle va pouvoir créer elle-même, puisque Angerboda est une sorcière et elle est capable de faire par exemple des pommes de guérison ou ce genre de choses. Donc on va suivre un petit peu sa vie assez
assez tranquille dans cette grotte. Elle va aménager un endroit de la forêt et on va suivre un petit peu son quotidien et c'est les petites rencontres qu'elle va faire. Et c'est un roman uniquement basé sur ça. Il faut vraiment ne pas s'attendre à avoir énormément de péripéties, ne pas s'attendre à avoir moult d'action. C'est un roman qui est assez lent, qui est assez contemplatif par rapport à la vie d'Angerboda. Mais je trouve qu'en fait il y a une petite vibe qui est assez similaire à Circé de Madeline Miller parce qu'on a vraiment une tranche de vie. Dans Circé en fait on va suivre la vie de Circé pendant un moment. Je trouve quand même que dans Circé il y a globalement plus de... c'est quand même plus mouvementé que dans Cœur de sorcière. C'est un récit qui est vraiment lent, il se passe pas forcément beaucoup de choses, mais c'est vraiment basé sur Angerboda, sur ce qu'elle va vivre, sur la famille qu'elle va finir par créer, puisque si vous connaissez un petit peu la mythologie nordique, elle va créer une famille avec Loki, qui va plus ou moins bien se passer. Donc on va un petit peu connaître ses enfants qu'elle va avoir avec Loki et on va suivre un petit peu voilà, ce qui va se passer suite à ça. Il est un peu plus mouvementé parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer avec sa famille. Mais globalement voilà, c'est une tranche de vie, il faut s'attendre à ce genre de récit. Vraiment, au début moi je savais pas trop à quoi m'attendre comme genre de récit. Je pensais qu'on allait plus partir dans quelque chose peut-être de plus mouvementé, vu qu'on nous dit qu'Angerboda c'est quand même une sorcière qui est très forte, etc. Je m'attendais à peut-être avoir plus de petites batailles en fait. Moi personnellement j'ai passé un bon moment avec ce titre là parce que j'adore tout ce qui touche à la mythologie nordique. J'ai adoré la façon dont l'histoire a été amenée comme ça. J'ai bien aimé le style d'écriture, même si je trouve que en fait il est un petit peu froid par rapport au personnage et je trouve qu'on a du mal en fait à pas forcément s'attacher au personnage mais à ressentir les émotions qu'ils ont par rapport à telle ou telle scène. J'ai trouvé que ça restait assez froid par rapport à certains événements. Vraiment des scènes où je me suis dit mais j'aurais pu pleurer à certaines scènes et en fait non, je suis restée voilà, j'ai lu la scène et je suis restée assez à l'écart de ce qui se passait. Donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça, j'aurais bien aimé qu'on ait plus d'implication au niveau des sentiments dans le style d'écriture. Sinon, je trouve que si vous n'avez pas du tout de connaissance de la mythologie nordique, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors j'ai vu à la fin du roman, vous avez une sorte d'appendice qui vous présente globalement les personnages, qui vous dit un petit peu qui ils sont dans la mythologie nordique. Alors c'est quand même, on peut quand même comprendre qui sont les personnages quand on finit par lire un petit peu le roman. Je trouve que on peut comprendre, mais vous allez quand même manquer des subtilités, je trouve, si vous n'avez pas du tout de connaissance dans la mythologie nordique. Après, moi, globalement, je connaissais la plupart des personnages qui sont amenés dans le roman, donc je peux pas vraiment me mettre à la place d'une personne qui ne connaît rien. Je pense quand même qu'à certains moments vous allez peut-être manquer des subtilités parce que à moins que vous fassiez vos recherches quand il y a un personnage qui arrive, vous fassiez un petit peu vos recherches sur le wiki ou quelque chose comme ça. À vous de voir aussi, après globalement vous allez comprendre le récit, je pense que c'est juste certaines subtilités qui vont peut-être vous manquer en fait. Globalement j'ai passé un bon moment avec ce récit, moi j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est juste au niveau du style d'écriture, il m'a manqué des petites choses pour ressentir plus de choses et notamment avec certaines réactions d'Angerboda, à certains moments je trouve que c'est censé vraiment être une sorcière assez forte, assez sûre d'elle et à certains moments j'avais envie de la secouer, surtout dans la première partie du roman parce qu'à certains moments elle se laisse marcher sur les pieds par Loki notamment et j'avais envie d'être là en mode dis quelque chose, fais quelque chose, défends-toi parce que là vraiment ça va pas. Donc voilà un petit peu pour ma lecture, j'ai passé un bon moment pour ma part, j'ai vraiment adoré me replonger dans la mythologie nordique et j'espère vraiment qu'on aura d'autres titres qui vont partir dans ce genre de mythologie parce qu'on a beaucoup de livres qui parlent de la mythologie grecque. La mythologie nordique est tellement incroyable aussi, donc j'espère vraiment qu'on aura plus de récits sur cette même thématique. Voilà, alors je peux vous conseiller si jamais vous aimez ce genre de récit, si jamais vous avez aimé Circé, je pense qu'il y a moyen que vous aimiez Cœur de sorcière, et si jamais vous aimez la mythologie nordique aussi. Ah oui, et sachez avant de vous lancer dans le roman qu'il y a 3 parties dans le roman et il n'y a aucun chapitre entre deux. Voilà. Alors la première partie fait tout ça, il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de chapitre, voilà. Je tenais à prévenir. Ça m'a surprise parce que j'aime bien les découpages avec les chapitres parce que des fois je me dis je veux faire un truc, vas-y je lis un chapitre d'abord et je fais mon truc après et voilà, j'essaye d'avancer dans des lectures comme ça. Là ça m'a surprise. Alors il y a des petits moments où on passe un peu d'une scène à une autre grâce à une interligne ou un truc du genre. Des fois je m'arrêtais là mais c'est pas forcément évident de revenir dans sa lecture et de se dire je me suis arrêtée où. Voilà.
je tenais à préciser parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les longs chapitres, dont moi, hein. Moi je fais partie de ce genre de personnes qui n'aiment pas non plus les longs chapitres. Et là vraiment je me suis dit bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu quand même des petits chapitres pour essayer de... Ça aurait peut-être permis de mieux rythmer le récit, peut-être d'avoir des chapitres, je sais pas, mais... C'est quand même assez surprenant parce que je crois que j'ai jamais lu un livre qui n'avait pas du tout de chapitres à part des séparations de parties. J'ai également terminé La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan qui a été publiée chez Hugo Stardust, donc dans leur collection un petit peu imaginaire. On est ici dans le premier tome d'une série, je sais pas si ça va être une duologie ou plus, qui part plus dans de la fantasy asiatique. Vu que dans cette histoire, on va suivre Xi-in, qui est une jeune femme qui est la fille de la déesse de la lune. Alors dans cette histoire, elle vit tranquillement en fait sur la lune avec sa mère, une sorte d'amie un petit peu servante. Elles vivent là tranquillement à trois. Bojo Xi-in va malheureusement utiliser un peu de sa magie. En fait, ça va entraîner pas mal de conséquences, vu qu'il va y avoir l'empereur et l'impératrice de Céleste qui vont arriver sur la lune et qui vont commencer à poser des questions à sa mère. Elle va devoir se cacher, elle ne comprend pas trop pourquoi. Sa mère n'est pas censée utiliser de magie et l'empereur a eu connaissance justement qu'il y a eu de la magie utilisée sur la lune et il va commencer à poser pas mal de questions et à dire à la déesse de la lune qu'il va venir régulièrement pour voir un petit peu ce qui se passe. Après que l'empereur et l'impératrice soient partis de la lune, la déesse de la lune va demander à Xi-in, donc à sa fille, de partir parce qu'en fait elle va être en danger. Vu que l'empereur et l'impératrice risquent de revenir très régulièrement sur la lune pour voir un petit peu ce qui se passe, elle veut mettre sa fille en sécurité. Elle va donc demander à la servante en fait d'emmener sa fille hors de la lune pour la mettre en sécurité et donc la servante propose en fait de l'emmener là où elle a vécu dans le royaume. On ne comprend pas forcément pourquoi elle est en danger et en fait on comprend que sa mère ne devrait pas avoir d'enfant, elle ne devrait pas avoir Xi-in sur la lune. L'empereur et l'impératrice ne sont pas au courant en fait de l'existence de Xi-in et du coup si jamais il l'était, on ne sait pas vraiment comment il réagirait. Vu qu'on comprend assez vite que c'est à cause de l'empereur et de l'impératrice que sa mère est bloquée sur la lune. Elle est un petit peu comme dans une prison en fait, elle ne peut pas quitter la lune et on essaye de savoir un petit peu pourquoi. Donc à partir de ce moment-là, on va suivre Xi-in qui va partir avec la servante et malheureusement la fuite va pas forcément très bien se passer. Elle se déplace sur un nuage pour quitter la lune et pendant leur fuite, elle va devoir quitter le nuage où il y a sa servante puisqu'ils sont poursuivis et à deux en fait ils perdent beaucoup de temps. Xi-in va tomber toute seule dans le royaume céleste, pas du tout là où elle était censée arriver et on va suivre un petit peu ses aventures à partir de ce moment-là vu qu'elle ne doit pas dévoiler vraiment son identité. Elle va se faire embaucher par des familles pour être un petit peu fille de compagnie pour certaines familles haut placées. Elle va se faire embaucher dans une maison où ça va pas forcément très bien se passer. Sa maîtresse en fait la traite assez mal et où même les personnes qui sont à la même position qu'elle la mettent vraiment à l'écart. Elle va finir par tomber sur quelqu'un près d'un lac, un jeune homme avec qui elle va bien parler mais elle va dire que voilà, elle ne supporte plus sa situation, qu'elle est malheureuse, etc. En fait elle va vite s'apercevoir que le jeune homme qu'elle vient de rencontrer n'est autre que le prince céleste, le prince Li Wei, je pense que ça se prononce comme ça. Et du coup la vie de Xi-in va changer à partir de ce moment-là puisque le prince va l'autoriser à passer des épreuves pour devenir un petit peu pas vraiment sa dame de compagnie mais la personne qui sera autorisée à étudier en même temps que lui. Il y a une place assez spécifique pour une dame pour l'accompagner dans ses cours, que ce soit pour apprendre à se battre ou des cours assez classiques aussi ou des cours pour apprendre à utiliser sa magie et elle va finir par gagner cette position. Donc elle va côtoyer le prince vraiment tous les jours et malheureusement elle s'est pas rendue compte que le prince c'était le fils de l'empereur et de l'impératrice, donc elle va se retrouver très proche d'eux, sachant qu'elle doit quand même masquer son identité, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc on va suivre un petit peu ses péripéties à partir de ce moment-là. Il va toujours avoir dans sa tête quelque chose puisqu'elle souhaite vraiment aider sa mère à quitter la lune, aider sa mère à retrouver sa liberté. Donc on va un petit peu suivre ses aventures pour qu'elle essaye de faire ça. Donc voilà un petit peu au niveau du résumé. Alors je vous en dis pas plus parce que la première partie est quand même assez longue et ça prend du temps quand même pour qu'on comprenne que Xi-in va quitter la lune, pour qu'elle arrive là où elle est, pour qu'elle commence à côtoyer le prince, etc. Il se passe beaucoup de choses après, mais voilà, je peux pas trop vous en dire sinon je vais commencer à spoiler le roman. Alors le roman est très gros, il fait 580 pages, je pensais pas qu'il était si gros de base quand je l'avais acheté. Quand je le voyais comme ça, je me suis dit bon bah il va faire 400 pages.
Non, il fait quand même 580 pages. Il y a eu des petites longueurs quand même dans le roman, mais globalement j'ai quand même passé un bon moment de lecture. J'ai vraiment bien aimé en fait l'univers dans lequel on est plongé. J'ai trouvé que c'était assez poétique à certains moments. Alors c'est un style de fantasy qui est assez particulier aussi, il n'y a pas non plus énormément d'action, enfin c'est très différent de la fantasy un petit peu occidentale qu'on peut trouver. C'est un genre de narration qui est assez particulier. J'ai vraiment bien aimé la découverte de cet univers. J'ai préféré à partir de la deuxième partie parce que je trouve que la première est assez lente à se mettre en place. À partir de la deuxième, Xian va finir par quitter un petit peu la position qu'elle a avec le prince pour d'autres aventures. Je vais éviter de trop spoiler. Et là on va vraiment découvrir pas mal de choses également sur d'autres endroits, découvrir des créatures fantastiques. Alors je sais pas si c'est lié à des contes connus parce que je pense qu'il y a à certains moments il y a des passages, ça doit être lié à des contes, mais personnellement je les connais pas du tout. Donc moi j'ai vraiment été transportée par cette histoire, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas extraordinaire, mais j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé le personnage de Xian. Alors le personnage du prince par contre, non, je suis pas très fan. En fait surtout au début, je trouve qu'il veut un petit peu tout de suite et il se met pas forcément à la place de Xian et de ce qui lui arrive. Donc j'ai trouvé un peu ses réactions un peu saoulantes des fois. Donc le prince bof au niveau du personnage. J'aime bien un autre personnage, mais malheureusement j'ai pas trop aimé ce qui lui était arrivé à la fin. Donc je suis un peu déçue par rapport à ce personnage là. Alors si jamais vous n'aimez pas, sachez qu'il y a une sorte de triangle amoureux quand même dans ce roman. J'ai pas été très fan du triangle amoureux. Et comme j'ai bien aimé tout le reste autour, j'ai un petit peu effacé l'existence du triangle amoureux quand ça se passait. Donc voilà, sachez qu'il y a ça si jamais vous n'aimez pas. Je sais que vous êtes pas mal à ne pas aimer les triangles amoureux, donc je préfère le préciser. Ce qui m'a un petit peu déstabilisé, c'est que je trouve qu'à certains moments on enchaîne les événements assez rapidement. Par exemple, notre héroïne, à partir de la deuxième partie, elle va être dans un autre endroit et en fait elle va enchaîner certaines choses et on va enchaîner des petites scènes des fois d'action comme ça. Des fois j'ai trouvé un petit peu que le style de récit était pas assez fluide à certains moments. Je trouve qu'on enchaînait plus les choses qu'autre chose. Mais en soi, globalement, la magie de l'univers m'a plu. J'ai quand même bien aimé les créatures fantastiques qui sont amenées. Franchement, voilà, j'ai passé un bon moment. C'était longué, il y a quand même des choses à redire. Il y a des personnages qui m'ont pas forcément plu, mais en soi, ça l'a fait avec moi. J'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je trouve que c'est quand même assez addictif. On a envie de savoir un petit peu comment ça va se terminer. Alors, globalement, ça aurait pu se terminer en un tome, au vu de la fin. Je comprends dans quelle direction ça va partir dans le tome 2. Mais ça aurait pu se terminer là, déjà ça aurait fait un bon tome en fait de fantasy comme ça. Le tome 2 était moins long que le premier tome, donc peut-être qu'au niveau du rythme ça se passe mieux. En tout cas j'espère que ma lecture du tome 2 sera tout aussi bien parce que vraiment l'univers est très chouette. Moi j'ai bien aimé, c'était pas non plus extraordinaire mais un petit peu comme les autres lectures. Enfin j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'univers donc... Voilà, oui il y a des choses qui ne sont pas parfaites, il y a des choses qui m'ont un petit peu saoulée, mais en soi... Ça m'a pas fait arrêter le roman, ça a pas fait en sorte que j'ai détesté le roman à la fin suite à ça. Donc voilà, globalement une chouette lecture, une chouette découverte, l'univers était très cool. Donc je lirai la suite avec plaisir, j'espère que ça sortira cette année. Parce que j'aimerais bien avoir encore tous les éléments en tête avant de tout oublier parce que c'est quand même un univers assez riche. Donc je croise les doigts pour que ça arrive cette année et j'espère qu'ils garderont la couverture du tome 2, je vous la mettrai là. Je la trouve vraiment trop belle. Parce que vu qu'ils ont gardé la couverture du tome 1, ils vont faire pareil pour le tome 2, mais on sait jamais des fois avec les éditeurs français. Donc voilà pour ma lecture de ce titre là. Et ensuite rapidement je voulais vous parler de ma lecture de Glint de Raven Kennedy qui est le tome 2 de la série la saga d'Oren, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle en français. Alors vous savez que j'ai eu un avis assez mitigé par rapport au premier tome, donc qui était... le premier tome c'était quoi? C'était Guild. J'avais un avis mitigé, pourquoi? Parce que je trouvais que c'était plein de scènes olé, plein de scènes d'agression, un peu de toutes sortes, sans forcément que ce soit utile à l'univers. J'avais pas forcément apprécié la relation entre Oren et Midas, parce que pour moi c'est clairement un syndrome de Stockholm. Donc le premier tome était assez... Voilà. La fin du premier tome donnait quand même envie de lire le tome 2 et j'étais curieuse de voir un petit peu la direction qu'allait prendre l'histoire. Donc si jamais vous ne connaissez pas, j'essaierai de vous mettre dans le petit i mon avis du premier tome. Mais si vous ne connaissez pas cette série, c'est une revisite du conte de Midas. Donc Midas qui est une personne qui est capable de transformer tout ce qui touche en or. Et dans cette histoire ici, on va suivre Oren qui est sa pouliche principale.
C'est-à-dire que c'est une personne qui l'a enfermé dans une cage dorée et qu'il tient enfermé depuis pas mal de temps. Et c'est une personne qu'il a réussi à transformer en or, donc elle est toute dorée. Donc on va suivre un petit peu leur relation, découvrir comment ça se fait en fait qu'Oren soit enfermée dans une cage comme ça et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit dans une cage et quelle est sa relation avec Midas. Donc voilà un petit peu pour le rapide résumé de cette série. Alors dans le tome 2, il y a deux choses que j'ai bien aimées. C'est le fait qu'on découvre un autre pays, donc on sort un petit peu de ce qu'on a vécu en fait dans le premier tome, les endroits qu'on avait découverts. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait énormément moins de scènes au lait et de scènes d'agression. Ça fait plaisir. Dans ce tome 2, vraiment, ça faisait plaisir. Je crois qu'il y a eu une scène un peu au lait, de ce que je me souviens, je crois. Sinon, par rapport au premier tome, vraiment, c'est rien du tout. Donc ça fait plaisir. Après, globalement, je trouve que dans le tome 2, on n'avance pas des masses au niveau de l'intrigue. On découvre un nouveau personnage qui va être assez important, on a l'évolution d'Oren un petit peu au fur et à mesure par rapport à sa situation, ce qu'elle vit avec Midas, etc. Mais en soi, au niveau de l'intrigue, il se passe pas grand chose en fait. Il se passe pas grand chose. On est à un endroit et on reste à cet endroit pendant longtemps. C'est plus basé sur le développement un petit peu des personnages qu'autre chose. Je trouve qu'au niveau de l'intrigue, c'était pas assez fourni en fait. Il n'y avait pas de quoi faire un tome de 400 pages comme ça. Je trouve quand même qu'il est globalement mieux que le premier tome parce qu'on a plus de développement de personnages, je trouve. Et on a enfin une Oren qui ouvre les yeux sur sa situation et ça fait plaisir. Parce que vraiment, pendant encore une bonne partie du roman, j'avais envie de la claquer. Et d'être là en mode mais ouvre les yeux ma fille, ouvre les yeux. Je trouve quand même qu'il y a toujours un syndrome de Stockholm qui est amené dans ce roman et j'aimerais bien que dans la suite ça évolue parce que là clairement il faut que ça évolue au bout d'un moment, il faut que ça évolue. Je suis quand même curieuse de voir l'évolution du personnage qu'on a découvert un petit peu dans ce tome 2 parce qu'il est assez mystérieux. Je sais pas, ça donne envie un petit peu de découvrir plus de choses sur lui donc potentiellement, alors comme vous voyez, hein, j'achète pas les romans, c'est que en soi la série me hype pas de fou pour avoir les romans en physique, mais je les lis en numérique, ça me va très bien. Donc je suis assez curieuse pour découvrir encore la suite, à voir si ça reste un petit peu comme ça au niveau des scènes d'agression, au niveau des scènes au lait, etc. Si ça reste comme ça dans le tome 3, je lirai la suite. Si je vois que ça redevient comme dans le premier tome, je pense que j'arrêterai là. Donc voilà, parce que pour l'instant au niveau de l'intrigue il n'y a rien de fou. Je trouve que c'est quand même assez long pour que le personnage d'Oren évolue, donc à voir vraiment que le tome 3. Là pour l'instant le tome 2 je dirais qu'il est quand même mieux que le premier tome parce que bah forcément j'ai pas aimé les choses que je vous ai citées. Mais après globalement au niveau de l'intrigue il n'y a quand même rien de fou dans ce tome 2, donc c'était plutôt une lecture un peu mitigée. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo update lecture, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.